Jérôme Bosch, Jérôme Bosch, ça me dit quelque chose. Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Encrorollist. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Hieronymus. Hieronymus, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle très particulier, extrêmement narratif, qui se passe dans l'univers des peintures de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, artiste gothique médiéval, qui s'est amusé à décrire un peu les dérives de la société et en même temps une vision de l'enfer très personnelle, détaillée et fourmillante d'idées. Et on va se plonger dans ce jeu de rôle très particulier, vous allez voir, mais extrêmement intéressant. En tout cas, merci de nous suivre toujours, ça nous fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas, petit rituel habituel, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager les vidéos, vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute de tout et de rien, mais pas particulièrement de Jérôme Bosch, parce que je suis pas spécialiste du tout. Et on a également un Tipeee pour nous soutenir financièrement, qu'on puisse se déplacer sur les salons, et aussi un partenaire qui est Ludum. Et quand vous achetez quelque chose sur Ludum avec le code partenaire qui est dans la description, vous pourrez, on bénéficiera d'une partie des revenus. Donc ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous soutient énormément. Allez, on plonge dans l'univers complètement taré de Hieronymus Bosch. Alors Hieronymus, comment ça se présente? Eh ben, c'est cette espèce d'ovni, cette espèce de jeu de rôle long au format qui rentre pas dans les bibliothèques et qui va casser un peu la tête. Pas très épais, mais extrêmement joli et intriguant. Ça coûte 22 €, c'est chez Pattern Recog. Et ça nous permet de nous plonger dans l'univers de Jérôme Bosch. Alors on va essayer de faire en sorte que ça tienne sur la table. Hop là, et on va se plonger au cœur de ce bouquin. Ok, c'est étrange, c'est un peu long comme livre, mais on va faire avec. Donc Hieronymus, qui est un jeu de Doodpin Press, qui a des textes de Laurie O'Connell, et la mise en page est de Chris Bissett. Je les cite parce que vous allez voir que c'est extrêmement important dans l'appréciation de ce jeu de rôle, qui n'est pas qu'un jeu de rôle, je pense, qui est aussi un moyen de découvrir les œuvres de Jérôme Bosch, œuvres sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, et c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Donc on nous présente du coup un petit peu une citation d'Alan Wood sur Hieronymus Bosch. On nous parle un petit peu du cadre, donc qui est Jérôme Bosch, dans quel Moyen-Âge on se passe. On est dans un Moyen-Âge extrêmement sombre. On est sur le Moyen-Âge féodal, donc c'est un Moyen-Âge sombre. On est plus sur une version un peu fantasmée de ce Moyen-Âge, on va être très clair. Et on est sur une époque qui est en pleine mutation. Il y a des nouvelles technologies et des sciences qui arrivent, et on voit tout ça d'un mauvais œil, parce que ça va remettre en cause les pouvoirs, la noblesse, etc. Donc on est sur un mouvement, enfin sur un moment où tout est en mouvement et tout est remis en question. Et c'est là-dessus que Bosch va s'appuyer pour créer ses œuvres. Et donc après, on va arriver sur le qu'est-ce que Hieronymus. Donc quand on parle de Hieronymus, on ne parle pas de Jérôme Bosch, hein, Hieronymus étant le prénom Jérôme, tout simplement. On va parler du jeu de rôle. Donc c'est un jeu de rôle évidemment classique où on a un meneur et des joueurs, une meneuse, des joueuses, peu importe. Et on va avoir plusieurs missions, et ça c'est extrêmement important, cet encart-là. Si on veut pouvoir comprendre le jeu, je vous avoue que je l'ai lu 2 fois, le jeu, on comprend un peu comment ça fonctionnait réellement, tellement c'est un peu une proposition un petit peu à part. Et donc on a ici les missions du MJ. Donc on voit que le MJ va devoir révéler le monde en s'inspirant des œuvres et des panoramas. Il va devoir accueillir l'étrange. C'est des panoramas qui sont surréalistes. Il va devoir aggraver les situations déjà mauvaises. C'est-à-dire le MJ va passer son temps à aggraver les situations, à faire en sorte que ce soit compliqué pour les joueurs. Illuminer les ténèbres, donc c'est sinistre, c'est bien, mais au bout d'un moment, il va falloir amener un petit peu de lumière en récompensant la créativité et la bonté des joueurs. Il va falloir évoquer la menace de poursuivants et y revenir, converser en permanence avec les joueurs et assurer la sécurité émotionnelle à table, évidemment, parce que les thèmes qui peuvent être traités peuvent être particulièrement sombres, notamment. Et la mission des joueurs, ça va être de s'échapper de justesse à chaque fois. Chaque action doit apporter des enjeux considérables, et ça, c'est important de le garder en tête si on n'a pas envie que ce soit un peu tout plat et tout fade. Explorer les panoramas, compter sur le surréalisme, compter sur les défauts de ces personnages, endurer l'échec, parce qu'il va y en avoir, c'est un jeu qui est basé sur l'échec, et sur, de toute façon, la fin inéluctable, et assurer la sécurité émotionnelle à table. Ce n'est pas que le MJ ou la meneuse qui doit s'en occuper, mais évidemment chaque personne. Après, on a 2 pages sur la création de personnages et les rôles. En fait, on va avoir plusieurs archétypes de personnages, hein, l'alchimiste, l'artisan, le roi, le prêtre, la canaille, le poète, tout simplement. On voit qu'ils ont des aptitudes, hein, par exemple l'alchimiste a analyse 2, technique 1. Et pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais sortir les fiches de personnages qui ont été faites et qui sont sous forme de marque-page et qui sont
extrêmement chouette, hein. Je vais essayer de vous montrer ça, hop, un peu plus en détail. La mise au point ne se fera pas évidemment puisque j'ai réglé ma caméra pour qu'elle ne fasse plus la mise au point. Donc voilà, les fiches de personnages, on a des marque-pages Hieronymus qui sont très chouettes et puis au dos, on a les différentes classes, hein, alchimiste, canaille, artisan, roi, prêtre. Il en manque un puisqu'il est dans le bouquin que je lis en ce moment et sur chacune de ces fiches de personnages, on va avoir les 4 attributs. Donc l'alchimiste a 2 en analyse, 1 en technique, 0 en persuasion, 0 en manœuvre. Les ascensions, c'est quand ils vont prendre des niveaux à la fin de chaque tableau. Et enfin, le stress qui va monter. Donc à 6, on est affaibli, et à 12, on est sans défense. Tout simplement. Donc voilà, une fiche de personnage qui tient sur un marque-page. Je trouve ça extrêmement cool, extrêmement classe. C'est vraiment très chouette. Et en gros, on nous explique qu'on a donc ces 4 aptitudes. Donc l'analyse qui va nous permettre de comprendre une situation et d'étudier une personne ou un objet, ou de découvrir des motivations, examiner l'environnement. La technique qui nous permet de fabriquer, de réparer des objets, de soigner quelqu'un, de crocheter une serrure, donc tout ce qui va être un peu manuel. La persuasion, évidemment, qui nous permet d'augmenter, d'argumenter, pardon, d'intimider, de persuader, de débattre, etc. Et enfin la manœuvre qui nous permet de se déplacer rapidement, discrètement, silencieusement, de sauter, de grimper, d'escalader, de courir, etc. Donc voilà les 4 aptitudes qu'on a. En plus de ça, chaque personnage va avoir une besace remplie d'objets, hein, qu'on choisit parmi cette liste-là. Et ensuite, il va y avoir les ascensions. Alors, comment ça se passe? En fait, dans Hieronymus, on va traverser les tableaux d'Hieronymus. Des tableaux de Hieronymus Bosch, en s'inventant une histoire au fur et à mesure. On va revenir après sur le détail de la partie. Et à chaque fois qu'on va finir un tableau, on va pouvoir prendre un niveau, en gros, et on va choisir une ascension. Alors par exemple, l'alchimiste, on voit qu'il va commencer avec une ascension, qu'il va choisir entre étrange mixture, donc il sait composer des acides et des explosifs, médication, qui permet 2 fois par panorama de se soigner ou de soigner un personnage stressé, ou pierre philosophale, vous avez appris à produire de l'or à partir de terre. Vous pouvez aider les autres sans stress, tant que vous pouvez le faire en offrant de l'argent. Et donc on va choisir une au début, et puis à chaque fois qu'on va finir un panorama, on va en prendre une deuxième, puis une troisième. Et si jamais ça ne nous plaît pas, celle de notre classe de personnage, de notre rôle, on pourra toujours prendre une ascension fortuite que tout le monde peut prendre, qui est vétéran et regard suspicieux. Donc voilà, c'est très très simple en termes de création de personnage et en termes de compréhension de personnage. On a 4 attributs, des ascensions qu'on va choisir qui vont donner des capacités spéciales au fur et à mesure. Et enfin, on a une jauge de stress qui correspond à peu près à des points de vie, sauf que on n'est pas tout à fait là-dessus, mais on va revenir à peu près sur le système. Ensuite, on arrive sur un exemple de partie qui va nous détailler comment se passe une scène. Le petit thème sur la sécurité, notamment avec un encart sur le thème religieux, parce qu'on aborde quand même la religion, donc le blasphème peut être quelque chose qui est craint par certaines personnes, donc c'est important d'en parler également. Donc on est sur la sécurité émotionnelle, et ensuite on arrive sur les règles. Donc les règles, c'est très simple. En gros, les joueurs vont jouer des personnes qui se retrouvent en enfer, donc l'enfer de Hieronymus Bosch, et surtout ils sont poursuivis par le poursuivant. Sachant que les personnages qu'on a, hein, la canaille, l'artisan, etc., on peut leur donner des noms, mais il est conseillé de les appeler la canaille, l'artisan, le roi, le prêtre et l'alchimiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va jouer les archétypes de la société, et les défauts de ces archétypes. Ensuite, on voyage à travers donc les panoramas, c'est détaillé en hexagone, vous verrez après. On effectue les tests chaque fois qu'on fait face à un obstacle, et c'est-à-dire à chaque hexagone, on va décrire ce qui se passe, il va y avoir un obstacle, quelque chose à résoudre. Il va falloir que les joueurs fassent des tests pour résoudre ces choses-là. On essaye de vaincre le poursuivant à travers les panoramas, donc le but ça va être de fuir, de fuir, de fuir, de fuir, de fuir le poursuivant. Et lorsque le comptoir du poursuivant est plein, on détermine ce qu'il advient au personnage. Le comptoir du poursuivant finira forcément par se remplir. On va y revenir après, ou d'ailleurs on va faire un petit exemple pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est pas tout à fait naturel. Le test d'attitude, comment ça marche? Eh bien ça c'est simple, on va prendre le nombre de D6 qu'on a de points d'aptitude, hein. Si on a 1, on va prendre 1 D6, 2, 2 D6, 3, 3 D6, 4, 4 D6. Si on est à 0, on va prendre 2 D6 et on gardera le moins élevé. On va jeter les dés, si on fait 1 6, on a réussi, si on fait 2 6, on a une réussite critique. Si on fait 4 ou 5, on a un oui mais, c'est-à-dire qu'on a réussi, mais le MJ va remettre une couche de problématiques derrière qui va s'enchaîner. Et enfin, si on fait 1, 2 ou 3, c'est un échec et c'est le MJ qui impose les conséquences de l'échec. Ensuite, évidemment, le MJ il a quand même quelques armes pour pouvoir agir là-dessus, notamment ce qu'on appelle l'efficacité, hein. Quand les joueurs vont tenter une action, on part du principe qu'elle a une efficacité normale, mais le MJ peut considérer si les circonstances ne sont pas bonnes ou si, il y a peu de chances que ça fonctionne ou, voilà, de faire en sorte que l'efficacité de l'action soit, diminuée. Donc que ce soit pas très efficace, hein, si on veut citer Pokémon, ou alors au contraire que ce soit très efficace. Par exemple, si on veut mettre le feu à quelqu'un qui est plein d'huile, bah, l'efficacité sera, surélevée. Ensuite, on nous parle du stress. Donc le stress, je vous le disais, c'est un peu une jauge de points de vie. En gros, chaque fois que le joueur va être blessé, il va recevoir, un stress. Si jamais la blessure est sérieuse, il va recevoir 2 stress.
Lorsqu'il jette les dés, il peut également se surpasser en dépensant un stress pour rajouter un dé à son jet. S'il arrive à 6 stress, il est affaibli, donc il a -1 à tous ses jets. S'il arrive à 12 stress, il est sans défense, c'est-à-dire que soit il est mort, soit il va falloir que quelqu'un l'achève. On peut également dépenser du stress pour aller aider les autres. On peut récupérer du stress en assouvissant ses péchés, c'est-à-dire que le joueur va préciser le péché auquel le personnage, va s'adonner, on va dire. Hem Et il va falloir qu'en jetant un dé de 6, il va retirer le résultat à son stress. Mais il faut que ce péché, évidemment, il y ait une conséquence négative, qu'il y a une difficulté qui en est ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un moyen de récupérer le stress et qui a créé également de la narration et qui va faire avancer l'histoire. Donc ça marche plutôt bien. Moi, j'ai simulé quelques scènes, ça marche plutôt bien. Après, il faudrait y jouer concrètement, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, je vous avoue. Les autres modificateurs, on peut augmenter la difficulté, c'est-à-dire qu'il va falloir un ou plusieurs succès. On peut faire un pacte avec le diable, c'est-à-dire que si les joueurs, ils veulent avoir un dé supplémentaire, ils peuvent négocier avec le MJ et faire un pacte avec le diable et donc le MJ va leur proposer un choix extrêmement difficile comme, prendre une blessure, perdre un objet et cetera. Mais ça peut également être, perdre la confiance de quelqu'un ou, reporter les choses, qui se passent sur une autre personne et cetera. Et enfin, on a, 3 exemples assez concrets, donc les objets qui vont nous permettre d'ajouter, quand on peut utiliser un de nos objets, un dé au jet. Les conséquences, donc quand on va faire 4 ou 5, ce qui risque d'arriver le plus souvent possible, eh bien le joueur dit ce qu'il a envie que son personnage fasse et le MJ rajoute une complication. Et enfin les compteurs, il y a pas mal de petits compteurs qui vont être en place, qui vont s'activer, par exemple à chaque fois qu'on change d'hexagone, tel personnage va agir de telle manière et puis ça va avancer. Il y a évidemment le compteur du poursuivant que les, personnages, vont tenter de suivre et cetera. Donc le but, et nous le conseille, de mettre plein de petits compteurs en place pour mettre la pression sur les joueurs pour qu'ils soient obligés de fuir et d'avancer, d'avancer, d'avancer tout le temps et d'essayer de surmonter les épreuves le plus efficacement et naturellement possible, sans avoir à, les moyens d'anticiper et de faire des choses qui sont totalement parfaites, de monter des plans un peu parfaits, quoi. Encore un petit exemple de partie, qui nous montre un peu comment marchent les tests et cetera. Ensuite, on arrive sur l'encart sur le poursuivant, donc le poursuivant qui est une espèce, d'horreur, un espèce de monstre qui traque les personnages. On sait pas trop à quoi il ressemble, mais en fait, il personnifie tout simplement, la destruction absolue, la ruine, le chaos, l'enfer, enfin tout ce que vous voulez. L'agonie de tout, du monde entier en fait, parce qu'on je rappelle qu'on a un contexte historique qui est assez fort. On est sur la chute du féodalisme et sur l'arrivée dans une nouvelle ère. Donc on a ce poursuivant représente la fin de ce monde-là. C'est-à-dire que, par exemple, si on joue le prêtre, le poursuivant aura peut-être la forme, de nouvelles croyances ou au contraire de la montée de l'athéisme ou de la division de l'Église entre plusieurs mouvements. Alors que si on est le bourgeois, par exemple, ou l'artisan, je ne sais plus comment il s'appelle, ça pourrait être aussi, la remise en question, de leur pouvoir économique et de leurs privilèges. Idem pour ceux qui sont nobles et cetera. Donc voilà, on est sur ces thèmes-là et donc le poursuivant, il va être multifacette. On n'est pas sur une seule créature, on est sur un panel des créatures et d'émotions, mais qui sont personnifiées en une créature, mais qui va avoir plusieurs aspects. Et donc là, on voit justement les aspects du poursuivant, donc la ruine, la famine, la pénurie, la guerre, la mort, la duperie, l'avarice, la vanité, et cetera, et cetera. Et donc il y a un compteur du poursuivant. Donc au début de la partie, le MJ, il a un compteur qui a 7 secteurs. Et donc chaque fois que le personnage va assouvir un péché, ce qui va un peu être obligatoire s'il veut récupérer du stress, eh bien le compteur du poursuivant va augmenter. Lorsque les joueurs vont changer de panorama, donc ils vont s'échapper un petit peu, on va effacer les secteurs. On va jeter un dé de 6, on va effacer les secteurs. Donc ça va monter, ça va redescendre. Mais comme le jeu est fait, et je vous rappelle les règles, hein, la règle de base du MJ, qui est d'aggraver les situations déjà mauvaises. Le but, c'est que vos joueurs vont en chier comme des voleurs. Ils vont être obligés de se soigner et donc d'assouvir leurs péchés extrêmement régulièrement. Et donc on va se d'épancher, on va se baigner dans nos péchés et la jauge du poursuivant va monter assez vite en réalité et ils vont être obligés de rusher un peu les tableaux pour pouvoir, la faire redescendre. Lorsque le compteur est plein, le jeu se termine et donc on décide, avec la table, le MJ et les joueurs, comment, le poursuivant, quel impact a sa victoire sur le monde qui entoure les joueurs, tout simplement. Et donc voilà, ça c'était la partie règles, création, univers et cetera, c'est tout, voilà. Là, vous avez tout Hieronymus et le reste, ça va être, une partie panorama et donc on va nous présenter des œuvres de, Hieronymus Bosch. Donc on commence évidemment par son œuvre la plus connue, Le Jardin des délices. Donc on voit ici représenté, hein, qui est un triptyque, et avec une quantité de détails, les œuvres de Jérôme Bosch ont des détails extrêmement
extrêmement fin, on peut y croiser énormément de toutes petites choses, de toutes petits, et donc en fait, le principe va être, donc après il nous le détaille, hein, avec des hexagones. Alors pour ce panneau-là, il nous explique à chaque fois un peu ce qu'on peut trouver, hein, qu'est-ce que représente ce truc-là, que représente ce truc-là, que représente ce truc-là, et cetera, et cetera. Mais en réalité, ça c'est pour nous apprendre à jouer. C'est une sorte de tuto, dans les délices, pour nous apprendre à jouer, pour nous apprendre à construire l'histoire qu'il y a autour. Également, idem pour le Jugement dernier, qui est une œuvre absolument horrible, je trouve. Je la trouve, horrible, pas autant que, celle qui arrive, c'est-à-dire La Tentation de Saint Antoine. Pareil, quand on rentre dans le détail des scènes, il y a des choses abominables qui s'y passent. On est sur un jeu, comme j'ai dit, la sécurité émotionnelle est importante, parce que ça peut aller très, très loin. On a le dernier jugement et vous voyez, plus on avance et moins on a de détails. Et en fait, à la fin, on aura, quasiment que l'entrée et la sortie, et le reste, sera juste des hexagones pour pouvoir se repérer et avancer, et ça sera à vous et à vos joueurs de créer les histoires qui vont avec. Donc le principe, c'est quoi? Les joueurs font une entrée et une sortie dans un tableau. Des fois, il va falloir qu'ils trouvent un chemin. Par exemple, là, on voit que le, terrain est divisé en 2. Il va falloir qu'ils trouvent un passage entre ce chemin-là et ce chemin-là, qui peut être cette espèce d'aspérité dans le bois, par exemple. Ça à eux de décider. Il va falloir qu'ils trouvent un passage, qu'ils expliquent comment ils passent de l'un à l'autre. Donc c'est extrêmement surréaliste, et après on a un appendice de créatures, des aspects du poursuivant, des faiblesses des créatures et des poursuivants. Et après on nous donne des exemples, qui sont tirés eux-mêmes des œuvres de Hieronymus Bosch. Donc on a par exemple cet homme crabe avec une épée qui sort de la tête, on a, Marilis, cette espèce d'amas de membres, avec une tête de chouette, que ne renierait pas Silent Hill dans un autre style graphique. Et enfin, après, on a un vrai exemple de partie pour bien nous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, on a, les œuvres qui ont été utilisées dans le livre, l'iconographie, et cetera, et cetera. Et voilà pour le livre de base. Comme je vous l'ai dit, avec, on peut trouver, alors je sais pas où est-ce que ça se vend, mais on peut trouver en tout cas des fiches de personnages que je trouve très, très chouettes pour jouer à table. Et puis on a aussi du coup, et bah, tout simplement, un écran de MJ. Est-ce que c'est vraiment un écran de gym? Je sais pas en fait, c'est pas, on peut dire que c'est un écran parce qu'il peut se poser, mais en gros, on a la version cartonnée du, Jardin des délices avec toutes les petites icônes, les, aspects du poursuivant, le compteur du poursuivant qu'on peut retrouver ici, les tests de compétences, les différents trucs de stress, les compétences, lancer les dés, et au dos, on aura tout le détail de chaque case, à quoi ça correspond, pour faire sa première partie de tuto en fait. C'est donc ça, c'est un peu une sorte de kickstart en fait, si vous voulez le prendre. Donc voilà, ça c'était Hieronymus, et maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc Hieronymus, est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien c'est extrêmement compliqué à dire, ça va vraiment, vraiment, vraiment dépendre des gens. C'est un jeu qui ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Il faut déjà avoir envie de se lancer dans un jeu extrêmement narratif, avec une co-construction de l'univers et de la narration, et une co-construction particulière, puisqu'on se base quand même sur des œuvres qui sont pas faciles, qui sont vraiment, vraiment pas faciles à interpréter, en fait. Je veux dire, il y a quand même des choses, des créatures, des moments où c'est vraiment pas évident à interpréter. Il va falloir se laisser porter dans le surréalisme, il va falloir se laisser porter dans des histoires qui vont peut-être avoir un peu par moment, un peu moins de sens, et ça peut être difficilement accessible sur des joueurs ou des meneurs, qui ont une tendance à l'improvisation et à la narration qui est un peu plus faible. Après par contre, si vous avez une table, je pense, qui rentre dans le délire et qui va se lancer dedans à corps perdu en jouant sur les vices de leurs personnages, sur les péchés de leurs personnages, et en créant des histoires qui peuvent être affreuses, hein. L'exemple d'histoire, qu'il y a, dans le bouquin, on nous parle, d'un homme qui doit aller sauver son père d'un lac en bouillant, et ils vont arriver, ils vont rater un jet, ils vont arriver trop tard, ils vont trouver la carcasse fondue dans le lac bouillant, alors qu'en fait, techniquement, visuellement, c'est pas ça qui est représenté, et du coup, voilà, il va falloir beaucoup d'imagination, il va falloir que la table elle s'écoute énormément, et il va falloir qu'on construise ça ensemble, de manière extrêmement, extrêmement libre, et c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Par contre, je pense que quand ça marche, on vit vraiment une aventure surréaliste qui est rarement accessible, et après on a aussi, ben, un support visuel qui est quand même un support d'exception. On a quand même des œuvres qui sont fourmillantes de détails. Alors je vais pas revenir sur, qui est Jérôme Bosch, et cetera. Je suis pas, j'ai jamais été très fort en histoire de l'art, par exemple. Mais on voit en regardant chaque œuvre, le nombre de détails et à quel point ça peut être important pour créer plein de petites histoires. Qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il agit comme ça?
lui, ce regard, pourquoi est-ce qu'il le lance? Qu'est-ce que c'est que cette créature? Pourquoi est-ce que ce lapin avale un humain? Il va y avoir plein de choses comme ça qu'il va falloir créer, imaginer et tout le système est fait pour que ça aille très vite. En fait, on va avancer d'une case, il va y avoir un dilemme, un choix, il va y avoir, en gros un truc à faire, une problématique et il faut la surmonter avec un jet et puis si on échoue et ben le jeu il continue à prendre des blessures. Il va falloir qu'on s'épande dans ses vices pour pouvoir regagner du stress et on avance et on avance et il nous tombe de la merde sur la tronche tout le temps, tout le temps, tout le temps et le poursuivant qui est derrière et qui attend et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et on a cette magnifique allégorie du coup, bah, de la chute d'une civilisation qui peut peut-être résonner avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, on a un jeu de rôle qui est extrêmement particulier. J'essaierai d'y jouer parce que je pense que c'est une expérience intéressante. Il y a des jeux auxquels je ne joue pas, il y a des jeux, que je lis et que je critique auxquels je ne joue pas, c'est comme ça. J'ai pas le temps de jouer à tout, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le tester parce qu'il apporte vraiment quelque chose d'étrange, et que je sais que je retrouverai peut-être pas ailleurs. Donc je pense que je vais essayer de le jouer. Alors, il va falloir trouver les joueurs qui sont motivés pour se lancer dans cette opération un peu étrange, mais je pense qu'il peut amener des choses à table qu'on voit rarement et ça moi ça me parle. J'aime quand les choses sortent un peu des sentiers battus et je trouve qu'Hieronymus c'est une proposition assez incroyable là-dessus. On est au croisement entre un jeu de rôle et la découverte d'un artiste et en même temps, une espèce de critique toile de fond sur la fin d'une ère et évidemment avec le passif culturel du joueur ou de la meneuse, bah, ça va changer énormément la façon d'aborder le jeu. Donc c'est pour ça que je vais pas vous dire le jeu il est bien ou il est pas bien. Le jeu il est tel qu'il est. Après est-ce qu'il vous correspond ou pas, c'est différent. Et ça, pas à moi de le dire. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.